Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet aussi intéressant que les autres sujets précédents. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la figure de ces grands avocats, de ces avocats qui fascinent de part et d'autre en fait, que ce soit dans l'admiration ou dans la détestation. L'idée ici, c'est de pouvoir vous donner un point de vue analytique. On n'est pas là pour faire l'apologie, que ce soit d'un camp ou d'un autre, mais de comprendre réellement l'essentiel de ce qui drive, de ce qui fait en sorte que ces avocats sont reconnus aussi talentueux. Et surtout, bien sûr, de questionner la justice ou le droit dans le cadre dans lequel on s'inscrit. Donc, j'ai intitulé cet audio, en fait, l'avocat du diable, dans le sens où est-ce que l'on considère que ces avocats sont des héros ou des complices par rapport aux clients qu'ils défendent. Et dans cette idée-là, j'aimerais mettre en avant, premièrement, la question principale, c'est pourquoi les plus grands avocats défendent les plus grands monstres, entre guillemets, je précise bien. En note préliminaire, en fait, ce que je m'apprête à vous dire n'est pas une simple discussion académique sur l'éthique juridique. C'est vraiment le résultat de plusieurs années d'observation minutieuse, d'analyse approfondie et de réflexion sur l'une des questions les plus troublantes de notre système judiciaire. On va principalement prendre des cas très concrets, que ce soit en France ou aux États-Unis. Et j'aimerais m'adresser tout particulièrement à deux publics aujourd'hui. D'abord, donc les gens, le commun des mortels qui croient comprendre la justice à travers les simples simplifications médiatiques. Ces personnes-là, j'aimerais vous dire que vous découvrirez ici la complexité vertigineuse qui se cache derrière chaque décision de défendre l'indéfendable. Et ensuite, le deuxième public auquel je souhaite m'adresser, c'est surtout aux jeunes étudiants en droit qui rêvent encore de devenir avocat. Vous qui êtes assis dans vos amphithéâtres, absorbant des théories nobles sur la justice et l'équité. Un jour, peut-être plus tôt que vous ne le pensez, vous serez confronté à ce dilemme dans sa brutalité la plus crue. Donc, c'est dans mes observations et ce que je pense pouvoir apporter comme valeur ajoutée, c'est de pouvoir vous donner mon analyse de ce genre de situation, les situations dans lesquelles nous sommes confrontés au quotidien quand il s'agit de ces problèmes-là. On va entrer en profondeur dans la question. Et ce podcast, en fait, n'est pas là pour uniquement dans un aspect de concession. Bon, ici, on est sans concession. Je ne cherche pas à vous rassurer ou à vous offrir en fait des réponses faciles, mais simplement de vous forcer à regarder en face les contradictions morales au cœur de la profession que vous avez choisie, à être avocat, etc. Ou que vous envisagez de choisir pour ceux qui sont encore étudiants. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez déjà partager, liker et bien évidemment rester jusqu'au bout de l'écoute pour pouvoir entendre ce que je vais dire. Et mettez en commentaire, bien sûr, si, en fonction de toute façon de vos ressentis, ce que vous allez penser de mon propos. Et je ne cherche pas, comme je le dis, évidemment, à adhérer, à être en accord à 100% avec vous, mais je cherche en fait à remettre en question vos certitudes les plus profondes sur la justice, le bien et le mal. Donc on est là pour questionner justement ces deux aspects de conception. Et si vous restez avec moi jusqu'au bout de cette écoute, je peux vous garantir que ce sera un voyage intellectuel qui pourrait transformer fondamentalement votre compréhension de ce que signifie vraiment être avocat dans un monde où la morale n'est jamais aussi simple qu'elle n'y paraît. Et après avoir, à la fin de cette écoute, je suis convaincu que vous ne regarderez plus jamais un procès, un avocat ou même la notion de justice de la même façon. Alors, pour être toujours donc dans cette lancée, continuer et introduire réellement le sujet, j'ai pris expressément ici deux cas de figure, enfin deux avocats typiques très célèbres. Donc Jacques Vergès, je pense que ce nom en tout cas vous évoque quelque chose. En tout cas, Jacques Vergès, ce nom évoque en fait immédiatement la controverse. Parce que d'un côté, c'est un avocat brillant. Il a défendu Klaus Barbie, qui a été considéré comme le boucher de Lyon. Il a représenté également Carlos le Chacal, le terroriste international. C'est un disque qu'il aurait défendu le moustachu de 45.
s'il avait pu. De toute façon, face à ces faits-là, il y a une question brûlante qui s'impose devant nous. Est-ce que un avocat a-t-il le droit moral de défendre n'importe qui? Question que je pose. Doit-il accepter tous les clients, même les plus monstrueux? D'accord? Ça, c'est vraiment des questions très, très brûlantes. Ou, effectivement, ou existe-t-il une ligne rouge qu'aucun juriste ne devrait franchir? Je pense que pour quiconque pratique le droit, l'avocature, etc., vous avez déjà eu ces questions-là en tête et vous avez déjà été confronté à ces questions-là. Pour répondre de manière pragmatique et de manière très concrète, moi, en tout cas, je pense que la réponse, en fait, alors, il y a deux choses, c'est que on serait tenté de dire ceci. La réponse confortable, en fait, qui viendrait tout de suite en tête, c'est de dire que cette réponse confortable serait de condamner ces avocats, donc ces avocats qui défendent les personnes monstrueuses, entre guillemets. La réponse confortable serait de dire, en fait, de condamner tout de suite ces avocats-là comme des complices moraux du mal, parce qu'ils défendent ces personnes considérées comme immorales pour la société. Mais si on veut vraiment entrer en profondeur des choses, on comprend que la réalité est infiniment plus complexe que cela. Et c'est cette complexité que nous devons toucher. Parce que, évidemment, ça touche au fondement même de ce que nous appelons la justice. Qu'est-ce qui est juste? Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce dilemme moral que peu osent affronter honnêtement. Et je vous préviens, vous ne sortirez pas de cette analyse avec vos certitudes intactes. En première partie, j'aimerais mettre ce point central en avant, qui est quoi? Qui est le paradoxe fondamental de la défense. Vous allez comprendre ce que je vais dire dans ce sens. Le paradoxe fondamental de la défense. Commençons par exposer donc ce paradoxe central qui structure le débat. Ici, on va premièrement évoquer le principe sacré de la présomption d'innocence. Même si de plus en plus aujourd'hui dans la société médiatique dans laquelle on vit, les hommes comme les femmes, les individus sont déjà condamnés médiatiquement. Mais de toute façon, dans l'esprit de la justice, du droit, du juste, de la justesse, il y a le principe sacré de la présomption d'innocence. Et notre système juridique repose sur un principe qui semble en fait admirable en théorie, parce qu'évidemment c'est un idéal, qui est quoi? Tout accusé est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. C'est le fondement même de l'état de droit, ce qui nous distingue des régimes totalitaires, de ce que l'on appelle des régimes totalitaires. Si on revient un peu dans l'histoire, on peut constater que, souvenez-vous des procès de Moscou sous Staline, où les verdicts étaient décidés à l'avance, où la défense n'était qu'une simple formalité grotesque. C'est précisément pour éviter cette dérive que nos démocraties, soi-disant démocraties, ont érigé le droit à la défense comme principe inviolable. D'où vient maintenant le paradoxe? C'est quoi? Le paradoxe, il tient compte du fait que maintenant, ici, si ce principe est vraiment sacré, donc allons dans ce sens, donc si ce principe de présomption d'innocence est vraiment sacré, alors il doit s'appliquer à tout le monde, il doit s'appliquer à tous, même aux personnes considérées comme étant des monstres, même à ceux dont la culpabilité semble évidente. Revenons sur Jacques Vergès par exemple. C'est quelqu'un qui l'a compris avant tout le monde. Il n'est pas le seul, mais il en fait partie. Des avocats de cette personnalité-là qui ont bien compris cet aspect-là avant tout le monde. Pour lui, défendre Babi, par exemple, n'était pas de défendre le nazisme. C'était défendre avant tout le principe même qui protège chacun d'entre nous contre l'arbitraire. Je pense que si vous, demain, vous êtes accusé ou reproché d'un certain nombre de faits aussi monstrueux qu'un certain nombre de personnes que ces avocats ont défendu par le passé, vous voudriez, en tant que client, avoir à vos côtés ce type d'avocat pour vous défendre. Justement parce que pour respecter le principe de la présomption d'innocence, qui est donc le fondement de ce que l'on appelle donc des démocraties. Il y a également aussi l'hypocrisie de la sélectivité morale. Quand on parle de l'hypocrisie de la sélectivité morale, c'est que
Ceux qui critiquent les avocats qui défendent donc des criminels notoires révèlent en général une hypocrisie fondamentale. Ils veulent un système judiciaire équitable, mais seulement pour les accusés, entre guillemets, respectables. D'un côté, nous avons je vais vous définir ce que l'on appelle les accusés respectables. Par exemple, quand on a un homme d'affaires ou un politique, donc en général, un homme d'affaires ou un politique qui est accusé de fraude fiscale, personne ne reproche à son avocat de le défendre. Quand un politicien est poursuivi pour corruption, on considère normal qu'il ait la meilleure défense possible. Mais dès qu'il s'agit d'un terroriste, d'un génocidaire, d'un tueur en série, soudain la moralité disparaît. Et soudain la moralité de l'avocat est mise en question. C'est là le paradoxe. Et pourtant, on nous a parlé de présomption d'innocence, qui étant donc le fondement de notre démocratie, de notre justice. Et c'est cette hypocrisie de la sélectivité morale révèle quoi exactement? Que nous ne croyons pas vraiment à l'égalité devant la loi, que nos principes juridiques ne sont que des convenances qu'on abandonne dès qu'ils deviennent inconfortables. Hypocrisie de la sélectivité morale. Maintenant, là où on admet, ou j'admets quelque part, pas dans une forme d'apologie, mais de constatation et de bravoure, de courage, c'est le courage intellectuel des avocats qu'on l'on considère comme étant des avocats du diable. Il faut une forme particulière de courage pour faire ce que des Jacques Vergès ont fait, ce genre d'individus. Non pas un courage physique, mais un courage intellectuel et moral rare. Ce sont des personnes uniques. Et ces avocats acceptent en fait d'être haïs, méprisés, ostracisés. Ils savent que défendre un monstre les marquera à vie, que le nom sera à jamais associé à celui de leur client infâme. Et Jacques Vergès, d'ailleurs, le disait lui-même, il l'avait dit de son vivant, je cite, « Je préfère défendre les gens que je comprends, même si je les déteste, plutôt que de défendre les gens que je ne comprends pas, même si je devrais les aimer. » C'est vraiment révélateur. Cette phrase, en fait, révèle quelque chose de profond. La défense n'est pas une question d'affection ou d'approbation morale. On ne défend pas le crime. C'est une question de compréhension et de respect du processus judiciaire. C'est en cela que s'inscrivait Jacques Vergès, par exemple. Et bien d'autres de ses contemporains. De cette trempe-là. Pour poursuivre mon argumentaire, il y a également les arguments des détracteurs, effectivement, qui est une critique nécessaire. Il faut pas être naïf non plus. Ne nous baissons pas d'illusions romantiques sur les avocats du diable. Les critiques à leur encontre ne sont pas toutes infondées. On pourrait mettre en avant la complicité morale par association. Donc c'est un premier argument qui dit quoi? Qui voudrait que, en défendant des criminels notoires, ces avocats deviennent moralement complices de leurs actes. Quand, par exemple, Jacques Vergès a défendu Klaus Barbie en tentant de relativiser, entre guillemets, ses crimes en les comparant aux actions coloniales françaises, peut-être, en tout cas, certains ont eu cette idée-là, n'est-il pas devenu, en quelque sorte, d'une certaine manière, un instrument de la propagande négationniste? Parce que, passant par le relativisme, etc., et en mettant sous la balance, sous le devant de la scène, les crimes aussi de la France coloniale, pas le passé. Et Jacques Vergès, si vous lisez ses mémoires, ses livres, il a particulièrement mis en avant ce que l'on appelait la défense de rupture. C'est ce qu'il pratiquait. La défense de rupture, en fait, pratiquée par Jacques Vergès, consistait à quoi? Ça consistait à attaquer le système plutôt qu'à défendre son client. Donc, il pose des questions éthiques profondes dans cette défense de rupture. Par exemple, est-ce vraiment défendre la justice que d'utiliser le tribunal comme tribune politique? Il avait cette manie, en fait, cette capacité à transformer le procès en tribune politique. Il a une tribune politique, derrière, il faisait référence à quoi? Il mettait sur le devant de la scène l'étalage des crimes coloniaux commis par l'armée française à l'époque. Autre chose également que les détracteurs
qui tiennent une critique quand même nécessaire à l'endroit de ces avocats-là que l'on considère comme étant des avocats du diable. C'est quoi? Nous avons également la souffrance des victimes ignorées. Parce qu'un avocat de cette trempe-là, de cette manière-là, qui ose prendre un dossier aussi houleux, aussi très dérangeant, derrière, il y a l'amplification de la souffrance des victimes. Donc, minimisation de cette souffrance des victimes. Et cela rend encore plus douloureux le chagrin, le côté émotionnel auprès des personnes proches de ces victimes. Parce que, en général, dans ce type de procès-là, ces avocats du diable, entre guillemets, la défense tourne généralement dans une forme de spectacle. Des procès, donc des défenses spectaculaires. Et cela rajoute à la souffrance des victimes et de leur famille encore beaucoup plus de chagrin. La souffrance telle qu'on pourrait inscrire dans l'analyse de Guy Debord, la société du spectacle. Par exemple, dans les survivants de la Shoah, s'étant dû assister au procès Babi, et on décrit en fait l'horreur de voir le bourreau transformé en victime par son avocat. C'est une forme en fait, c'est vécu en tout cas comme d'une certaine manière comme une forme d'inversion perverse des rôles. Et c'est en cela que cela constitue une violence supplémentaire, parce que vous voyez devant vous dans les prétoires que la personne responsable monstrueuse qui a commis un certain nombre de crimes se voit s'ériger en tant que victime dans une forme d'inversion accusatoire ou de relativisme en quelque sorte. Maintenant, la question morale à poser, c'est quoi? C'est à quel moment la défense légitime devient-elle une agression contre la mémoire et la dignité des victimes? C'est une ligne en fait très très fine. Est-ce que d'ailleurs cette ligne en fait existe-t-elle? Question réelle aussi à se poser. Et qui a le droit de la définir surtout? Parce que si elle existe, il faudrait se poser la question, qui a le droit de la définir? Ce sont des questions comme ça auxquelles vous devrez vous poser à chaque fois que vous faites face à ce genre de procès, des situations dans lesquelles des avocats du diable prennent ce genre de dossier. D'autres critiques également à l'endroit de ces avocats-là, c'est la perversion narcissique de certains avocats. Dans la perversion narcissique de certains avocats, nous avons quoi? Certains avocats semblent attirés par ces causes précisément parce qu'elles sont indéfendables, les causes perdues, une forme de narcissisme professionnel. Donc il ne faut pas être également naïf, comme je l'ai dit. Jacques Vergès, avec son goût pour la provocation, son plaisir évident à choquer, ne cherchait-il pas? Donc je pose la question. Avant tout, la notoriété. N'est-il pas quelque chose de profondément malsain dans cette attraction pour les causes perdues, les causes indéfendables? Et ces avocats servent-ils vraiment? Donc, question que l'on pourrait se poser. Je ne fais que poser des questions. Je n'ai pas de certitude, mais je vous laisse également ce genre de questions à la sagacité de votre esprit. Ces avocats servent-ils vraiment la justice? Ou servent-ils leur propre ego en se présentant comme les derniers défenseurs de principes que personne d'autre n'ose défendre? Voilà les questions essentielles à se poser devant ce genre de situation. Alors, je pense que quand même, jusqu'ici, on a matière quand même à réflexion. Toujours est-il que j'ai préparé un autre argumentaire, une autre partie beaucoup plus intéressante qui est quoi? Le mal, cette fois-ci, enfin, ce que l'on appelle mal. Tout dépendra de votre jugement. La dialectique du mal nécessaire. Au-delà des arguments pour et contre, explorons maintenant la dialectique plus profonde qui se cache derrière ce débat. Le mal au service du bien, une nécessité tragique. Voici la vérité inconfortable. Pour que notre système de justice fonctionne, il faut que certains acceptent, je dis bien, il faut que certains acceptent de faire le sale boulot moral, entre guillemets.
Le sale boulot moral, c'est quoi? C'est comme le bourreau dans les sociétés qui pratiquent la peine de mort. C'est juste quelqu'un qui fait son travail. Il pratique, donc il applique la peine de mort. Et quelqu'un doit actionner la guillotine, administrer l'injection létale. Aux États-Unis, par exemple, dans certains États des États-Unis, la peine de mort, et à un moment donné, il vient quelqu'un, un médecin, j'en sais rien, mais qui entre pour injecter le prisonnier. Cette personne est-elle moralement, donc question, condamnable, ou accomplit-elle une fonction sociale nécessaire? Donc, c'est le mal au service du bien, une nécessité tragique. Les avocats du diable occupent une position similaire. Ils sont les garants involontaires de nos libertés fondamentales. En défendant les pires d'entre nous, ils protègent paradoxalement les droits de tous. Maintenant, il y a la frontière entre la défense et l'apologie. Est-ce que défendre se fait systématiquement ou forcément l'apologie? Mais cette nécessité, en fait, n'excuse pas tout. Parce que des fois, il existe une ligne fine mais cruciale entre défendre légalement un accusé et faire l'apologie de ses crimes. Certains avocats ont franchi cette ligne. En tout cas, ce que l'on pourrait qualifier de ligne de démarcation entre la défense et l'apologie du crime. Quand la défense de Babi, par exemple, alors c'est l'idée qui a été entendue, quand la défense de Babi s'est transformée en tribune pour le relativisme historique, quand certains avocats de terroristes en fait deviennent leur porte-parole idéologique, la défense légitime devient complicité active. Si bien sûr cela reste prouvé. Et l'avocat doit défendre la personne, pas l'acte. D'ailleurs, c'est ce que Jacques Vergès, par exemple, disait. Je défends la personne, mais pas l'acte. Il doit garantir un procès équitable. Ça, c'est aussi essentiel pour le bon respect du droit. Il doit garantir un procès équitable, pas légitimer le crime. Cette distinction subtile mais essentielle est ce qui sépare le défenseur du complice. Parce que derrière, vous avez quoi? Vous allez avoir forcément en fait ces subtilités. Et donc le prix de la cohérence morale. Si nous acceptons vraiment le principe d'égalité devant la loi, nous devons accepter ses conséquences les plus dérangeantes. Je pense pas que vous voulez un système où certains accusés n'ont pas de droit à une défense convenable. Je pense que on voudrait que tout le monde ait une défense convenable. Donc, si vous acceptez ça, alors vous ouvrez la porte à l'arbitraire qui décidera qui mérite d'être défendu. Sur quels critères? Et que se passera-t-il quand ces critères se retourneront contre vous? Et la cohérence morale a un prix. Accepter que même nos ennemis les plus détestables aient droit à la même justice que nous réclamons pour nous-mêmes. Ce que je veux pour moi doit également être la même chose que je voudrais pour mon pire ennemi. Lorsqu'on est vraiment équitablement juste. J'ai quand même, au-delà de Jacques Vergès, en disant même en plus, on peut prendre aussi d'autres figures emblématiques. Par exemple, aux États-Unis, nous avons eu Johnny Cochran qui a défendu O.J. Simpson. Vous pouvez également constater que lui, toujours dans cette rampe en fait des avocats qui ont défendu, qui ont pris des dossiers aussi houleux, aussi dérangeants pour la société. Donc aux États-Unis, tout particulièrement avec Johnny Cochran, le dossier O.J. Simpson, l'affaire O.J. de Juice. En fait, pour comprendre pleinement ce dilemme en fait. Donc les figures emblématiques, on va examiner, je vais vous faire un parallèle donc entre Jacques Vergès en France et Johnny Cochran aux États-Unis. Par exemple, en fait, Jacques Vergès a été considéré comme un intellectuel révolutionnaire. À la base, il est né d'un père réunionnais et d'une mère vietnamienne. Vergès a grandi dans ce contexte en fait colonial. Cette expérience a façonné, je pense, sa vision du monde et de la justice. Son attraction pour les causes impossibles peut être vue comme une forme de rébellion permanente contre un ordre qu'il percevait comme fondamentalement injuste. Défendre par exemple Babi, Carlos ou les membres du FNL en Algérie, par exemple, était pour lui une façon de retourner le système contre lui-même. Et il s'inscrivait toujours dans une forme de le procès du colonialisme
à chaque fois qu'il défendait ses clients, les clients qui faisaient partie des causes les plus perdues. Vergès a inventé ce qu'il appelait la défense de rupture. Et ça a inspiré beaucoup d'avocats par la suite, en fait, cette méthode-là, qui est donc la défense de rupture, retourner le procès contre le système lui-même. Au procès Babi, par exemple, plutôt que de nier les crimes de son client, il a attaqué la France pour ses propres crimes coloniaux. Et des crimes coloniaux commis par la France, je pense que avec un peu d'histoire, avec un peu de culture, on en a tous en tête. Mais en tout cas, c'était sa méthode pour pouvoir retourner le système contre lui-même. Aux États-Unis, Johnny Crocan, le maître, donc qui a été considéré comme le maître de la persuasion émotionnelle, parce que bon, aux États-Unis, la société américaine étant encore, s'inscrivant toujours dans une forme de spectacle à tous égards, dans tous les pans de la société. Johnny Crocan, en fait, du côté des États-Unis, de l'Atlantique, lui, en fait, il représente une approche différente, mais tout aussi controversée. Parce que défendre quelqu'un comme O.J., c'était vraiment, il fallait avoir vraiment du courage intellectuel. Donc, avocat afro-américain brillant, il est devenu une légende en défendant O.J. dans ce que l'on a appelé le procès du siècle. Et contrairement à Vergès qui attaquait systématiquement le système frontalement, Cochrane manipulait magistralement les émotions et les préjugés. Sa phrase célèbre, c'était quoi? C'était « If it doesn't fit, you must acquit ». En français, si ça ne rentre pas, vous devez acquitter. Et cette phrase, en fait, est devenue emblématique dans sa capacité à simplifier des affaires aussi complexes en slogan mémorable. Je vais vous donner ce qui est vraiment à participer au fait que Cochrane ait eu raison dans l'affaire. Il n'était pas seul, ils étaient trois. Il y avait également le père Kardashian et un autre avocat. Mais en tout cas, Johnny Cochrane, pour parler de lui particulièrement, il a réussi à transformer un procès pour meurtre en référendum sur le racisme dans le système judiciaire américain. Il a exploité brillamment les tensions raciales post-Rodney King, afro-américain, tabassé et tué par la police aux États-Unis dans les années 60. Donc, Johnny Cochrane dans cette Amérique-là où le racisme est toujours présent, mais d'autant plus à l'époque, Johnny Cochrane a exploité brillamment les tensions raciales post-Ronald King pour créer ce que l'on appelle un doute raisonnable chez les jurés. Le doute raisonnable est ce qui a libre l'acquittation de O.J. Simpson. Alors, ici, donc, nous avons d'un côté Jacques Vergès qui, de par sa défense de rupture, et de l'autre côté, nous avons Johnny Cochrane avec un côté spectaculaire et une vision vraiment ancrée dans l'émotionnel. Nous avons le contraste révélateur entre deux approches. Et ces deux avocats illustrent également deux formes distinctes de la défense controversée. Parce que Vergès était beaucoup plus, on va dire, dans la défense de rupture qui pourrait être mise dans l'approche idéologique à travers donc l'histoire coloniale française, l'histoire criminelle coloniale française, la motivation principale, donc principalement politique évidemment. C'est donc cette approche idéologique que Vergès mettait toujours en avant. Il utilisait le tribunal comme tribune pour faire pour juger les crimes coloniaux français. Il cherchait toujours à exposer les contradictions du système. Il accepte en fait l'impopularité comme badge d'honneur. Ils s'en foutaient d'être impopulaires. Et de l'autre côté, chez Cochrane, nous avons une approche plutôt pragmatique. Cette approche pragmatique peut être déclinée sous plusieurs formes, comme la motivation mixte en fait, le succès professionnel et cause sociale, le racisme et les injustices, etc. envers les Afro-Américains aux États-Unis. Il utilisait les émotions et les préjugés existants. Il cherchait à gagner dans le cadre du système. Et bien sûr, cela permettait aussi pour lui de cultiver son image publique tout en acceptant la controverse. Ce sont des gens, globalement, quand on fait l'intersection des valeurs, de la controverse, ce sont des gens qui n'ont pas peur d'être détestés, d'être impopulaires. Donc, ils embrassaient la controverse. Et cette différence d'approche, que ce soit chez Jacques Vergès ou chez Johnny Cochrane,
soulève donc les deux différences d'approche soulèvent une question fascinante pour moi. C'est quoi? C'est qu'est-ce qui motive vraiment ces avocats? C'est quoi leur idéal? Qu'est-ce qui les drive? Leur idéalisme, en fait. Est-ce que c'est l'ego? Est-ce que c'est l'appât du gain? Ou un mélange complexe de tous ces éléments? Je pense que tout cela est légitimement possible dans le quête de défendre des individus que l'on qualifie de monstrueux. Et dans cette idée-là, nous avons aussi, j'entre maintenant dans une partie toujours complexe, la dialectique de l'admiration et du mépris. Donc, comme ce sont des personnes qui acceptent la controverse, qui embrassent l'impopularité, il y a une forme, en fait, soit d'admiration, soit du mépris. Les deux conjugués. Pourquoi ces avocats suscitent-ils des réactions aussi extrêmes? Je vais explorer maintenant avec vous les mécanismes psychologiques et sociaux derrière ces polarisations. Pourquoi certains les admirent? Alors, ici, l'admiration pour ces avocats repose sur plusieurs facteurs profonds. En tant que admiration, nous avons à avoir le courage contre le conformisme. Certains vont admirer ces avocats parce qu'on va considérer que ce sont des avocats qui ont du courage, donc ils vont à l'encontre des préjugés, à l'encontre de ce qui a déjà été établi, donc contre le conformisme en fait. Parce que dans une société qui valorise le consensus, ceux qui osent aller à l'encontre, à contre-courant, fascinent. Vergès comme Cochrane incarne une forme de rébellion intellectuelle que beaucoup admirent secrètement, mais n'oseraient jamais pratiquer. Quand Cochrane a accepté de défendre Jeb Simpson, il savait qu'il mettait en jeu sa réputation. Et quand Vergès a défendu Barbie, il est devenu persona non grata dans de nombreux siècles. Mais ce courage, en fait, de risquer l'ostracisme, en fait, social, force une certaine admiration. Pour l'admiration aussi, il y a la virtuosité technique. Un avocat brillant dans l'éloquence, brillant dans la pratique du droit, dans la capacité à discerner, à distinguer les failles du système et de retourner le système contre lui-même. La virtuosité technique de ces avocats. Ces avocats sont indéniablement brillants. Leur stratégie, même moralement discutable, démontre une maîtrise exceptionnelle du droit et de la psychologie humaine. Quand on prend par exemple une citation de Johnny Cochrane, on peut constater que on regarde, on voit par exemple dans sa manière de faire, dans un tribunal, c'est quoi? C'est regarder réellement Johnny Cochrane dans un tribunal. C'était comme observer un grand chef d'orchestre. Chaque geste, chaque mot était calculé pour produire un effet précis sur le jury. Donc, c'est vraiment une technique, il faut être virtuose, il faut être talentueux, au-delà de la moyenne pour pouvoir arriver à créer ce genre d'effet aussi précis sur le jury. Et parfois également, ces avocats sont admirés parce qu'ils défendent des opprimés. Je dis bien parfois. Paradoxalement, ces avocats sont souvent vus comme des défenseurs des faibles contre le système. O.J. Simpson, par exemple, afro-américain, ancien footballeur, célèbre, etc. On va considérer pour certains qu'il est accusé parce qu'il est noir, afro-américain. Et Cochrane a défendu, par exemple, de nombreux Afro-Américains victimes de brutalité policière. Et Vergès, de l'autre côté, a commencé sa carrière en défendant des militants anticoloniaux. Il y a une forme, en fait, de Robin des Bois juridique, parce que c'est l'image, en fait, c'est cette image de Robin des Bois juridique qui persiste même quand il défend des clients manifestement coupables. Ça crée une forme de dissonance cognitive fascinante. Donc voilà les raisons, en quelque sorte, qui font que ils sont admirés par certains. Et maintenant, si on regarde le pendant, l'opposé de l'autre côté, aussi les raisons qui font que, en même temps, ils sont détestés par d'autres. Il y a quoi? Il y a une forme de haine qu'ils inspirent est tout aussi intense et s'appuie sur des fondements également profonds. Parce que d'un côté également, en défendant ces personnes aussi monstrueuses, qualifiées comme telles, d'autres vont considérer qu'ils trahissent en fait l'idéal de justice.
Pour beaucoup, ces avocats pervertissent l'idéal de justice en utilisant leur talent pour libérer des coupables évidents. Les familles des victimes de Nicole Brown, donc Simpson, voilà, par rapport à l'affaire O.J., et Ron Goldman ont vécu l'acquittement d'O.J. comme une double trahison. Celle du système judiciaire et celle de Cochrane qui l'a manipulé. Le cynisme moral également. Ces avocats sont perçus comme des mercenaires sans principe, prêts à défendre n'importe qui pour de l'argent ou la gloire. Vergès prétendait défendre des principes, mais en réalité, pour certains, il défendait son propre narcissisme en fait. Il se moquait des victimes tant qu'il pouvait briller sous les projecteurs. Une forme de mise en scène qui leur serait imputée parce qu'évidemment, ils défendent ces individus en question. La complicité symbolique. En défendant des monstres, ils deviennent symboliquement associés à leur crime. Cette association, même irrationnelle, provoque un dégoût viscéral. Évidemment que défendre un type qui a violé des bébés, qui a tranché Bon, je n'irai pas dans certains propos aussi abjects, mais vous voyez bien l'image, évidemment, du monstre, de la figure même du monstre la plus abjecte. Un avocat qui défend ce type d'individu, évidemment il mêle son image à travers un procès à cet individu monstrueux. Il y a une forme de complicité symbolique que certains pourraient relever. Donc, d'autre part aussi, moi j'aimerais qualifier en fait le fait que la vérité est complexe. Donc il faut dépasser cette binarité en fait, ce côté binaire. Aller au-delà du je déteste ou j'admire. Parce qu'en fait la réalité de ces avocats défie les catégorisations simples. Ils sont simultanément gardiens en même temps et saboteurs du système. Gardiens parce que ils donnent une défense légitime, une défense équitable à tout le monde, mais de l'autre côté, on va considérer pour certains que sont aussi des saboteurs, comme je vous ai dit, parce qu'ils défendent également des personnes qualifiées comme abjectes. Ils protègent en même temps les principes fondamentaux du droit, tout en exploitant ses failles. C'est une dualité, en fait, cette dualité paradoxale est ce qui les rend si difficiles à juger. On peut pas simplement les catégoriser dans une simple forme, en fait, dans une catégorie aussi simple. Donc, il y a soit de l'idéalisme, en fait, ou de l'opportunisme. Leur motivation mêle probablement conviction sincère et calcul personnel. Je pense qu'il y a toujours les deux qui sont accolés, juste à poser. Cochrane croyait vraiment à la cause des droits civiques, mais il appréciait aussi les honoraires de plusieurs millions de dollars. Il faut pas oublier que dans un monde capitaliste, ces avocats également étaient des millionnaires. En tout cas, des personnes qui avaient un bon train de vie. Et toujours dans cette catégorisation, d'aller au-delà du simple côté binaire, d'un côté, il y a le côté nécessaire et dangereux. Parce que notre système a besoin d'eux pour fonctionner correctement. Mais leur existence même révèle et parfois aggrave ces dysfonctionnements. On a besoin d'eux et parfois même l'existence de ces avocats-là, leur présence, parfois aggrave les dysfonctionnements du système. Comme par exemple, on va considérer que un monstre en fait a été libéré parce que l'avocat en face était un avocat brillant qui a réussi à manipuler les failles du système. Donc c'est vraiment cette complexité qui explique pourquoi il suscite des réactions aussi extrêmes. Il nous force à confronter les contradictions de notre propre rapport à la justice, à la morale et au droit, bien évidemment. Maintenant, si on veut entrer dans l'héritage ambigu, oui, de l'héritage qu'ont laissé ces avocats, ce type d'avocats, ce type de personnes, ce type de figure, que ce soit Jacques Vergès ou Cochrane, on peut remarquer quoi? Que les deux, cet héritage en fait que laisse ce genre de figure, bien sûr, l'héritage en fait ça continue de façonner notre compréhension de la justice.
que nous enseigne vraiment le carrière controversé? Je pense qu'on peut remarquer la première chose qui est les transformations du système judiciaire. Parce que ces personnes, à force de défendre des causes perdues, évidemment, laissent leur empreinte sur le système judiciaire, donc, et finalement transforment véritablement le système judiciaire en bien ou en mal. À vous d'en juger. Et ces avocats ont indéniablement changé la façon dont la justice est pratiquée et perçue. Nous avons les procès aujourd'hui médiatiques, la médiatisation des procès. Le procès, par exemple, O.J. Simpson, orchestré par Cochrane, a inauguré l'ère des procès spectacles. Cette transformation n'est pas sans conséquence. La justice est-elle mieux servie quand elle devient divertissement? Parce que si cela tourne en spectacle, il y a forcément la tentation que, quel que soit le procès de demain, que cela tourne en fait sous une forme de divertissement spectaculaire. Aujourd'hui, les avocats doivent maîtriser non seulement le droit, mais aussi les relations publiques. Cette évolution a une question légitime à se poser. Hein. Est-ce que cette évolution a-t-elle amélioré ou dégradé la qualité de la justice? Vous voyez, avec les réseaux sociaux, les médias qui reprennent tout de suite une affaire sans connaître même le fond du dossier, sans avoir lu le dossier au préalable. Dans cette transformation, nous avons assisté à quoi? Nous avons assisté à l'utilisation stratégique des questions sociales. Johnny Cochrane a montré comment les tensions raciales aux États-Unis pouvaient être instrumentalisées dans un procès. Jacques Vergès utilisait l'anticolonialisme de façon similaire. Ces stratégies ont ouvert une boîte de Pandore. Désormais, presque tout procès peut être politisé. Aujourd'hui, tout est politisé. D'ailleurs, c'est l'une des stratégies utilisées par les grands avocats pour pouvoir acquitter leurs clients qui sont dans des situations alambiquées, en fait. Les questions non résolues. Je vais en poser quand même quelques questions qui restent toujours en suspens. C'est que malgré des décennies de débat, certaines questions fondamentales restent sans réponse. Le paradoxe de la défense absolue. Si tout le monde mérite une défense, jusqu'où cette défense peut-elle aller? La manipulation émotionnelle de Cochrane, la stratégie de rupture de Vergès sont-elles des extensions légitimes du droit à la défense ou des perversions du système? Le paradoxe de la défense absolue. Posez-vous cette question véritablement. Il y a aussi la question de la responsabilité morale de l'avocat. Est-ce que la responsabilité morale de l'avocat doit-elle être engagée? Un avocat est-il moralement responsable de l'acquittement d'un coupable? Cochrane a-t-il dû, donc que ce soit Johnny Cochrane ou Jacques Vergès, est-ce qu'ils ont du sang sur les mains pour avoir fait acquitter le client? Est-ce que Vergès est-il complice moral, donc complicité morale des clients qu'il a défendus? Klaus Barbie par exemple, etc. Voilà des questions qui nous renvoient à nos propres contradictions. Voulons-nous vraiment un système juste, même quand il produit des résultats qui nous répugnent, qui nous dérangent? Je pense que ce sont des leçons pour l'avenir. Des leçons que nous pouvons en tirer, c'est que pouvons-nous apprendre de ces cas extrêmes? Le premier enseignement, c'est quoi? C'est la nécessité des balises éthiques plus claires. Vraiment avoir l'idée que la profession a besoin de mieux définir les limites entre défense légitime et manipulation du système. Mais ces limites, en même temps, question, bien sûr, peuvent-elles être codifiées sans compromettre le droit fondamental à la défense? En même temps, il faut définir ces limites et de l'autre côté également, il faut codifier, donc définir d'une manière à ce que cela ne puisse pas compromettre le droit fondamental à la défense. C'est un exercice assez épineux, assez difficile à tenir. Et d'autres leçons également, c'est quoi? C'est le deuxième enseignement, c'est l'importance de l'éducation publique. Le public doit mieux comprendre le rôle de l'avocat. Aujourd'hui, de plus en plus, le rôle de l'avocat est de moins en moins compris par l'ensemble des citoyens. Tant que cette incompréhension persiste, des figures comme Jacques Vergès ou Cochrane continueront à cristalliser des passions irrationnelles. Avec le wokisme dans la société dans laquelle on vit, la susceptibilité extrême, dès qu'il y a un procès de ce genre ou des affaires comme P. Diddy, certains ne comprennent pas pourquoi ce genre d'individu doit être défendu. Donc cela entre dans le fait que le public doit comprendre le rôle
de l'avocat, doit mieux comprendre en tout cas le rôle de l'avocat. Un autre enseignement également, c'est quoi? C'est l'acceptation de la complexité des choses. Parfois, enfin, peut-être que la leçon la plus importante, c'est accepter que certaines tensions morales sont irréductibles. Le malaise que nous ressentons face à ces avocats n'est pas un problème à résoudre, mais une caractéristique inévitable d'un système qui tente d'être juste. Je vais conclure parce que j'ai assez dit, mais posez-vous ces questions. Et c'est une forme de dialectique d'analyse et de complexité, d'embrasser vraiment toute la complexité des questions que j'ai pu poser, que j'ai pu mettre en évidence, en exergue, pour pouvoir pousser l'analyse plus loin. Donc il faut accepter la complexité de tous ces éléments en même temps. Et en conclusion, en fait, c'est vraiment ces individus, donc ces avocats, ces grands avocats, nous montrent en fait un miroir dérangeant. Qui est quoi? Qui est qu'au fond, en fait, par exemple, que ce soit Jacques Vergès et Johnny Cochran, ces individus nous dérangent profondément parce qu'ils agissent comme des miroirs de nos propres contradictions. Ce ne sont pas en soi ces personnes-là réellement qu'il faut acculer, qu'il faut clouer, mais vraiment de questionner nos propres contradictions en interne. Et l'avantage, disons, de ces individus, c'est qu'ils nous forcent à confronter une réalité inconfortable. Notre attachement au principe de justice, qui est souvent en fait conditionnel dans le fond, si on s'interroge réellement. Nous voulons l'égalité devant la loi jusqu'à ce qu'elle bénéficie à quelqu'un que nous détestons. Donc là, le jour où ça devient notre pire ennemi qui bénéficie de ce que nous voulons comme égalité, cela nous dérange. Nous croyons au droit à la défense jusqu'à ce qu'il permette à un coupable évident d'échapper à sa punition. Je pense qu'il faudrait questionner nos propres contradictions. Et une observation sociologique qui est profonde et quoi, c'est que l'intensité des réactions qu'il provoque révèle quelque chose de profond sur notre société. Dans un monde de plus en plus polarisé, ces figures nous rappellent que la vérité morale est rarement simple, que les héros ou les vilains ne sont pas toujours clairement identifiables. Peut-être que les Jacques Vergès et Johnny Cochran de ce monde, malgré tous leurs défauts, accomplissent une fonction sociale vitale. Ils testent constamment les limites de nos principes, nous forçant à clarifier ce en quoi nous croyons vraiment. Car au fond, en fait, c'est quoi? C'est la vraie question. La vraie question n'est pas de savoir si ces avocats sont des héros ou des vilains. La véritable question, la vraie question est, sommes-nous prêts à maintenir nos principes, même quand ils produisent des résultats qui nous répugnent? Et si la réponse est non, quels principes sommes-nous prêts à sacrifier et à quel prix? Et à quel prix? Un regard vraiment intense, c'est que cette tension morale, ce malaise profond que vous ressentez maintenant, ce n'est pas un bug du système. C'est peut-être sa caractéristique la plus essentielle. Car une justice trop certaine d'elle-même cesse d'être juste. Les Vergès comme les Cochrane de ce monde nous rappellent que la justice n'est pas un algorithme parfait, mais un processus humain faillible et perpétuellement en tension avec lui-même. Les derniers mots que j'aimerais adresser, c'est que c'est précisément dans cette imperfection acceptée, dans cette recherche constante d'équilibre entre des valeurs contradictoires, que réside véritablement, peut-être, je dis bien peut-être, notre meilleure protection contre la tyrannie, qu'elle vienne des criminels ou de ceux qui prétendent nous en protéger. Voilà les derniers mots sur lesquels j'aimerais que vous réfléchissiez et sur lesquels vous devez poursuivre le débat, la discussion et l'élan de solidarité dans le fait d'embrasser la complexité des choses. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, likez et bien sûr partagez véritablement cette analyse que je viens de produire qui doit être vraiment dans une forme d'inscription, de compréhension profonde des choses, du droit, de la justice, de la morale, de la société, de l'égalité des individus pour une société